Cette semaine dans Afrique, nous partons à la rencontre de Mahaman, Moussa et Mamadou. Ces trois Maliens sont des nostalgiques du Dakar-Bamako Express qui a circulé pour la dernière fois le 17 mai 2018. Nous envolons ensuite pour Kampala. Dans la capitale ougandaise, un concours de beauté lutte contre les stigmatisations des personnes séropositives et aide les jeunes à reprendre confiance en eux. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Accusée de nombreux délits parmi lesquels fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent, Isabel dos Santos devra répondre devant un tribunal angolais. La justice assure mettre tout en œuvre pour la ramener dans le pays et la juger. La fille de l'ex-président vit actuellement entre Londres et Dubaï. Nous savons que c'est un système qui a été créé pour favoriser un groupe politique, pour favoriser une famille et certains groupes d'opérateurs économiques. Nous devons démanteler toute cette corruption qui s'est accumulée au cours des 44 années de gouvernance du MPLA. C'est à la tête du groupe pétrolier public Sonangol que Isabel dos Santos aurait fait fortune. Selon les Luanda Leaks, la femme la plus riche d'Afrique aurait accumulé une fortune estimée à 1,8 milliard d'euros. Un banquier portugais cité dans les documents a été retrouvé mort à Lisbonne et se serait probablement suicidé. Ces nuages de criquets pèlerins continuent d'envahir l'Afrique de l'Est. Après la Somalie et l'Éthiopie, ces essaims ont pris d'assaut le Kenya et menacent la sécurité alimentaire de toute la région. Environ 70 000 hectares de terres agricoles ont déjà été détruits chez les pays voisins. Le gouvernement a décidé d'envoyer 2 avions chargés de pulvériser des pesticides sur les criquets afin d'endiguer la pire invasion depuis 25 ans. Une invasion qui pourrait désormais s'étendre au Soudan du Sud et à l'Ouganda. Ces habitants de Tarkwa ont connu un réveil brutal mardi. Plus de 10 000 d'entre eux ont été expulsés de leur domicile par la marine nigériane dans le cadre d'opérations de déguerpissement dirigées par Lagos. Ces foyers ont été quelques heures plus tard détruits par des bulldozers. En fait, je me suis réveillé ce matin, j'ai vu des gens courir, tirer au pistolet partout. Je me suis donc demandé ce qui se passait. Tarkwa est le 24e quartier ayant reçu l'ordre d'évacuer dans cette zone très densément peuplée. Depuis le 21 décembre, des dizaines de milliers de personnes ont déjà dû quitter leur foyer. Au moins 10 personnes ont été tuées, une centaine blessées en Éthiopie dans l'effondrement d'une plateforme en bois. L'incident s'est produit lundi à 8h du matin, heure locale, lors de la célébration de la fête de l'épiphanie orthodoxe dans la ville de Gondar, au nord du pays. Le festival Timkwat est une des fêtes les plus importantes pour les orthodoxes d'Éthiopie qui représentent environ 40% des 110 millions d'habitants du pays. Des dizaines de milliers de pèlerins convergent chaque année vers l'ancienne capitale du royaume chrétien d'Ibissini pour cette célébration. Les dirigeants de 16 pays africains se sont réunis à Londres en début de semaine dernière lors du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a profité de cet événement pour lancer son opération Séduction afin de resserrer ses liens avec le continent africain. Si vous voulez venir ici pour étudier dans ces universités, si vous voulez jouer un rôle dans la révolution technologique, si vous voulez travailler avec les titans de notre monde financier, alors vous serez heureux d'entendre mes amis dire qu'une chose est en train de changer, notre système d'immigration. Quelques jours avant sa sortie de l'Union européenne, Londres parie donc sur l'Afrique. Son commerce avec le continent africain a augmenté de 14% l'an dernier. L'imposante gare coloniale est toujours là, mais le train ne siffle plus. À Bamako, l'Express a relié pendant près de 100 ans la capitale malienne à Dakar, au Sénégal. Mais depuis 2018, les wagons verts sont à l'arrêt, livrés aux ravages du temps. Dans la mémoire des cheminots, les souvenirs sont intacts. Mahaman Tienta a travaillé 37 ans pour le rail malien. Aujourd'hui, un lundi, c'était le départ du train 12. C'était de l'euphorie, c'était des pleurs ici, et c'était des retrouvailles. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Vous voyez comment la gare est délabrée aujourd'hui. C'est devenu un dépotoir. Les guichetiers ne travaillent plus. Tout le monde est là à l'arrêt parce qu'il n'y a pas de circulation de train. Construite en 1924 par les Français, la ligne Dakar-Bamako permettait aux colons d'acheminer les matières premières vers la métropole. Au fil du temps, elle est devenue la principale route commerciale du Mali, contribuant à désenclaver le pays.
Mais l'avancée du transport routier, le manque d'entretien et le coût exorbitant d'une réhabilitation ont coulé la ligne, laissant 430 employés sur le carreau. Ancien cheminot, Moussa Traoré veille précieusement sur 14 tonnes de documents racontant cette époque. Les archives rentrent vraiment dans le cadre de la conservation de la mémoire de la nation. La mémoire aussi, vraiment, du chemin de fer. Le chemin de fer, il y a la partie exploitation, il y a la partie économique, mais il y a la partie historique, il y a la partie culturelle aussi. Car le rail avait même son groupe, le Rail Band, qui s'est formé au buffet de la gare en 1970. Il a réuni certains des plus grands musiciens de la région, parmi lesquels Salif Keita et Mori Kanté. Mamadou Bakayoko en était le batteur. J'ai larme parce que où je suis tout de suite, je vois tout le personnel du Rail Band et la direction devant moi ici. Ceux qui sont passés, ceux qui sont dans les tombeaux, vraiment. Parce que c'est ici même. Voilà là où le nom Rail Band a été donné. Un plan de réhabilitation du rail est en discussion avec la Banque mondiale. Fin 2018, le Sénégal et le Mali ont promis chacun 15 millions d'euros pour relancer l'activité. Un jour peut-être, ces nostalgiques entendront à nouveau siffler le train. Pleine d'assurance et le sourire aux lèvres, Wufakolo s'avance sur la scène du concours Young Positive Beauty pour recevoir son prix de Dauphine. C'est après une vie semée d'embûches que la jeune Ougandaise de 23 ans participe au concours de beauté qui lutte contre les discriminations envers les séropositifs. J'ai souffert de dépression et d'anxiété pendant très longtemps. J'en ai presque perdu la vie. Mais j'ai découvert qui je suis et qu'il y a beaucoup plus dans la vie que le simple fait de vivre avec le VIH. Ruth a grandi dans ce foyer pour enfants à 16 km de la capitale ougandaise, Kampala. Sa jeune mère ne pouvait s'occuper d'elle. Pour des raisons inconnues, elle tombait régulièrement malade. Diagnostiquée séropositive à l'âge de 9 ans lors de son arrivée au foyer, Ruth n'en est informée que plus tard, à seulement 13 ans. Elle sombre alors dans la dépression et tente de mettre fin à ses jours. Je devenais vraiment déprimée et je ne faisais plus d'activité, que ce soit à l'église ou avec mes amis. Ils venaient me dire « Ruth, on sort !» Je ne sortais pas. Je restais dans ma chambre et je pleurais. Le réseau ougandais des jeunes vivant avec le VIH organise chaque année le concours Young Positive Beauty pour aider les jeunes séropositifs à briser le silence. En effet, selon l'ONU-SIDA, l'organisation de l'ONU chargée de la lutte contre le sida, 1,4 million d'Ougandais sont porteurs du VIH, dont 53 000 l'ont contracté en 2018. Dans l'un des pays d'Afrique de l'Est les plus touchés par le virus du sida, la stigmatisation reste profondément ancrée. Nous avons des parents qui croient encore que si un jeune vit avec le VIH ou contracte le VIH, il n'y a aucune raison de payer des frais de scolarité pour eux. C'est vraiment très triste. D'après l'ONU-SIDA, près de la moitié des jeunes ougandais n'ont aucune connaissance des méthodes de prévention contre le VIH. Le pays cherche encore sa voie en matière de lutte contre le sida. Ces vétérinaires prodiguent des soins à 4 lions mal nourris dans un parc zoologique de Khartoum pour tenter de les sauver. Depuis plusieurs semaines, ces animaux souffrent d'une pénurie de nourriture et de médicaments. Une femelle est décédée lundi. La lionne est morte de malnutrition. C'est l'échec des administrateurs du parc. Ils ne donnent pas à manger aux animaux. Le problème était qu'il y avait un accord qui n'a pas été respecté. Face à l'urgence, une campagne en ligne avec le hashtag Sudan Animal Rescue a été lancée afin d'attirer l'attention sur ce problème. Il est le premier créateur d'Afrique subsaharienne à être inscrit au prestigieux calendrier officiel de la Fashion Week parisienne. Iman Aïssi a présenté jeudi Akuma, sa collection haute couture à Paris, privilégiant au wax des techniques de tressage et de tissage traditionnelles, méconnues du public occidental.
C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.